Du coup, merci d'avoir accepté de nous recevoir. À la base, la proposition vient de nous. Ce que je venais de proposer à vos collègues, c'est de faire une discussion en 3 parties. Peut-être qu'on peut revoir l'ordre de 3 parties, mais en gros, d'abord, la discussion tournerait beaucoup autour de la proposition de Madame Avia. Une première partie pour qu'on se mette d'accord sur les critiques politiques générales qu'il y a à faire sur la loi. Je pense que ça peut aller assez vite. Une deuxième partie sur quelles questions... Enfin, nous, on pense que la loi soulève des questions de non-conformité avec le RGPD importantes et personne n'a pensé à poser la question à la CNIL, donc passer 2 minutes pour voir ce qu'on peut faire. Et enfin, la dernière partie, nous, qui nous intéresse le plus, c'est comment répondre vraiment au sujet de comment empêcher que Internet soit utilisé comme outil de haine ou de harcèlement. La loi n'y répondant pas à cette question, c'est vraiment l'occasion de répondre à cette question, et nous, c'est un sujet qui nous occupe depuis assez longtemps. Et on a des propositions concrètes. Il y a d'autres points plus généraux que vous voyez, vous, à discuter avec nous Je pense qu'on fait bien le tour du sujet. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Dans les critiques, j'ai l'impression que un peu tout le monde a commencé à bien regarder cette proposition de loi. Nous, c'est assez clair ce qu'on dit, c'est ces plateformes, vu leur structure, donc les plateformes visées par la proposition de loi, c'est les plus grosses, Facebook, Twitter, YouTube, c'est pas tout Internet, heureusement. Vu leur structure, elles seront jamais capables d'être modérées. Peu importe les moyens, peu importe la bonne volonté. Et en fait, nous, on en arrive à ne même plus remettre en cause la bonne volonté de Facebook. Probablement qu'ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour que ça se passe le mieux possible, mais ils pourront faire autant d'efforts qu'ils veulent, ils ne pourront jamais corriger leur plateforme. Pour 2 raisons. D'abord, on n'a jamais vu un lieu dans l'histoire de l'humanité où il y avait autant de gens ensemble qui parlaient en même temps. C'est complètement une nouveauté. Et d'abord, on n'a pas vu 2 milliards de personnes parler en même temps, mais même 1 milliard, même 500 millions, on n'a jamais vu des structures aussi grosses où tout le monde parle en même temps. Et nous, on part du principe que ça, c'est impossible à organiser d'un point de vue politique, mais d'un simple point de vue de modération. Et l'autre aspect, c'est que, ça, c'est une chose qui revient assez souvent, notamment dans le rapport qu'avait fait Madame Avia elle-même, que ces plateformes-là, vivant de la culture du buzz, n'ont aucune raison, d'un point de vue économique, tout le contraire, n'ont aucune raison de ralentir ce qui buzz. Et ce qui buzz, c'est souvent le conflit, la caricature, tout ce qui est le bon terreau pour la haine et le harcèlement. Donc dans leur fonctionnement économique, donc l'économie de l'attention, des publicités, ils vont favoriser le buzz et donc la haine. Et en plus, même s'ils ne faisaient pas ça, les plateformes sont beaucoup trop grosses pour fonctionner. Là, ce qu'ils répondent en général, il y a 2 réponses qui peuvent être faites par Facebook ou Google, qui vont être un peu aussi les demandes que fait Madame Avia au gouvernement, ça se ressemble, c'est on va embaucher plus de personnes, plus de modérateurs. Aujourd'hui, Google, ils embauchent 10 000 modérateurs, Facebook, je ne sais plus combien, mais c'est à peu près le même chiffre. On va embaucher plus de modérateurs. Bon, d'abord, il faut toujours rappeler que ces modérateurs-là sont, la très grande majorité, pas embauchés en Europe. Ils sont embauchés en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, dans des conditions de travail déplorables, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de travail. Ils n'ont aucune formation, ils n'ont pratiquement aucun suivi psychologique, et en gros, ils passent leur journée à voir des gens qui se décapitent ou qui s'insultent. Et tous ces gens-là qu'on nous explique qu'on a remplacé les juges français qui avaient 10 ans de formation et une vraie vocation, mais on met les juges de côté pour les remplacer par des gens qui ont 20 ans, 18 ans, donc c'est le premier travail, qui ne veulent pas faire ce travail, qui ne sont pas formés. Donc d'abord, rappeler que cette solution n'est pas la bonne. Et ensuite, la solution qui est bien à la mode, c'est de dire, vu qu'on a une plateforme de taille complètement spectaculaire et originale et singulière, on va proposer des solutions techniques singulières, et c'est là où arrivent tous les bullshit sur l'intelligence artificielle, où ils veulent nous faire croire, Facebook comme Google, que leur appétit du nombre d'utilisateurs sera compensé par leur prouesse technologique. Ça fait au moins depuis 2015 qu'avec la Commission européenne, ils construisent un discours commun sur avant tout lutter contre le terrorisme, et maintenant contre les contenus de haine grâce à ces nouvelles technologies. Seulement, manque de bol, la première fois où Facebook a vraiment été confronté sur le terrain à une attaque, c'était pour l'attentat de Christchurch. On a une seule vidéo, qui est publiée une fois où il y a 200 vues sur Facebook, enfin on s'en fout. Après, la vidéo est copiée par des alliés du meurtrier. Donc on imagine qu'ils ne sont pas très nombreux, une dizaine, une vingtaine d'internautes fachos qui veulent republier la vidéo. Ils font 1,5 million de copies sur Facebook qui diffusent. Et parmi ces copies-là, il y en a 300 000 qui passent complètement au travers de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance automatisée de Facebook. Et c'est 300 000 sur 1,5 million, c'est énorme. Même de toute façon, juste 300 000 tout court, c'est énorme. Et ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la couleur de la vidéo, ils ont un peu changé le son, un peu l'image. Des choses que Facebook pensait être capable de gérer. Et en fait, en une après-midi, toutes leurs promesses se sont complètement effondrées. Nous, dans ces conditions, on dit qu'il faut immédiatement que
que le législateur et les autorités publiques en général arrêtent de prendre les promesses de Facebook au sérieux. Tout ça, c'est juste du roman fait pour légitimer une entreprise comme Facebook ou Google. C'est absolument pas des solutions sérieuses. Mettons toutes leurs propositions de côté. Ce qui est lamentable avec la proposition de Laetitia Avia, c'est qu'elle reprend tout ce discours, tout ce roman, qui est en fait un pur roman marketing pour une entreprise privée, le reprend à son compte pour faire croire aux victimes de haine et de harcèlement sur Internet qu'on va les aider. Alors qu'on sait très bien, en regardant 2 secondes, que demander à Facebook de mettre plus de moyens dans la modération, de censurer plus vite, ne va rien changer à la situation. Ça fait des années que Facebook fait de plus en plus d'efforts pour que la modération s'améliore, embauche de plus en plus de gens, et plus il fait d'efforts, plus la situation se dégrade pour les personnes. Plus il y a de victimes, plus le sentiment d'anxiété est fort. On a très bien les courbes qui s'opposent là, et quand aujourd'hui le gouvernement dit on va continuer d'aller dans cette direction, alors que ça fait des années qu'on sait que la situation s'empire malgré tout, le gouvernement se moque entièrement des victimes, et c'est vraiment utilise un vrai sentiment de panique des victimes pour donner l'impression qu'ils agissent. Sur quoi vous vous basez pour dire que la situation empire? On a des... Ouais, bah alors là, j'ai pas ça compilé, mais la semaine dernière, on avait une table ronde, il y avait notamment la LICRA, SOS Homophobie, etc., qui, leur discours, c'était une amplification des violences et des harcèlements. Je pense qu'ils ont dû signalement, en fait. Voilà. Le signalement aussi de sondage dans leur communauté, j'imagine. Et après, en termes de moyens qui augmentent chez Facebook, ça, il suffit de regarder la communication que fait Facebook, Google, la Commission européenne, tous, ils ont ce discours-là. Ça, c'est vrai que ça serait un peu mieux d'avoir chiffré, mais là, je reprenais le discours que faisaient des gens de la LICRA ou des SOS Homophobie, etc. Donc voilà, donc là... Je me permets de vous couper sur la question des victimes et qu'on ne fait pas grand-chose. Il faut effectivement pas oublier que le harcèlement tout court est sorti du code pénal. Il n'y a que le harcèlement au travail qui est dans le code pénal. Le harcèlement dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez plus porter plainte pour ça. Il faut qu'il y ait soit une menace de mort, soit une menace de violence physique. Et si ça ne franchit pas ça, vous ne pouvez pas faire d'action en justice. Voilà, alors, tout simplement. Quoi. Cette loi, ce n'est pas une loi de répression. Il n'y a aucun volet répressif. C'est juste une loi qui vise les grandes plateformes. On est beaucoup plus dans comment changer la structure. Nous, on pense que c'est mieux comme ça parce que le volet répressif, il est très compliqué et ça viendrait trop mélanger le débat. Donc pour l'instant, Laetitia Avia a eu une forme de sagesse de ne pas mélanger la chèvre et le chou, donc se concentrer sur la structure d'Internet plutôt que sur les auteurs des violences, ce qui nous paraît assez sage. Bon, une fois qu'on a dit que ce projet de loi n'allait rien changer à la situation, parce qu'en fait, il va demander à Facebook, Google et Twitter de faire ce qu'ils font déjà, et ce qui n'est pas satisfaisant du tout. Et c'est pas parce que c'est pas de bonne volonté que c'est pas satisfaisant, c'est juste parce que la structure est fondamentalement viciée. Donc une fois qu'on a dit ça, peut-être un petit point d'attention sur cette histoire de RGPD et de CNIL. En 2 mots, de toute façon on a des choses écrites après à vous partager sur ce point. Tout repose sur l'idée que c'est les intelligences artificielles, les filtres automatisés qui vont compenser la grande taille de Facebook et Google. Seulement, il se trouve que le RGPD, dans son article 22, et c'est pas une nouveauté, on trouvait ça dans le droit intérieur, prévoit que faire une décision individuelle de façon automatisée qui aura des conséquences sur une personne, c'est interdit. C'est interdit, il n'y a que 3 exceptions. Le consentement libre de la personne. Là, clairement, quand on est en matière de modération, il n'y a pas de question de consentement. Il y a le fait que quand c'est nécessaire à l'exécution d'un contrat, ça va dans les cas quand on envoie beaucoup de CV, on peut faire un filtre automatisé. Bon, là, c'est clairement pas le cas aussi. Et le dernier cas, ça va être autorisé par le droit de l'Union européenne ou par un État membre, ce qui n'est pas le cas non plus pour l'instant. Donc on a un principe qui est très 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 ancien, depuis la loi de 78 on le retrouve, on ne prend pas de décisions automatisées sans intervention humaine sur des humains. C'est la base, c'est pas très compliqué. Quand il y a eu la loi RGPD l'été dernier pour adapter la loi française au RGPD, on a très très clairement interdit à la justice de recourir à des algorithmes pour qualifier des situations, pour les qualifier juridiquement. Heureusement qu'on a interdit, il se trouve que de toute façon c'était exigé par une autre directive qui est passée en même temps que le RGPD, la directive 2016-680, qui interdit à l'État de qualifier juridiquement des situations individuelles de façon automatisée. Il faut toujours qu'il y ait un humain qui intervienne. Bon. Nous, là, ce qu'on voit, c'est que entre cette loi ancienne, entre la directive copyright qui va bientôt être transposée au Parlement français, entre le règlement terroriste au niveau européen qui nous a beaucoup occupé, en fait, le gouvernement français, avec le gouvernement allemand, font la promotion très très importante des filtres automatisés pour réguler Internet.
Et la CNIL et les autres autorités de protection des données européennes ne sont pas prononcées non plus sur la question. La CNIL ne s'est jamais prononcée sur la question, n'a jamais été saisie, alors que toutes les lois dont on parle là ne peuvent être vraiment exécutées par les entreprises concernées qu'en faisant des décisions individuelles automatisées et qu'en violant le RGPD au final. Donc nous, il semble que rappeler un peu le droit au gouvernement et aux parlementaires de la majorité ferait un peu de bien au débat. On a voté un texte au niveau européen qui est le RGPD, qui est un bon texte, qui est un texte utile dont Macron ne cesse de se féliciter. Donc il s'agirait d'éviter de le violer ou de pousser les entreprises à le violer massivement. Donc ça nous paraît être un bon angle de stratégie, d'autant plus qu'on ne va pas se mentir, mais l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi Avia, Madame Avia a su l'utiliser à son avantage, et pour l'instant elle a une forme de légitimité. Je pense vraiment que le Conseil d'État lui a donné un peu de sa légitimité, et ça fait chier. Seulement le Conseil d'État, son avis est extrêmement sommaire, il ne s'intéresse qu'à 3 questions, enfin j'exagère, 3 ou 4 questions. Par exemple, le délai des 24 heures ne s'intéresse absolument pas, alors qu'en gros, juste ces délais de 24 heures ne servent à rien. On a déjà de la jurisprudence en France qui ont condamné des hébergeurs pour ne pas avoir retiré un contenu à 24 heures. Parce que Préciser, c'est l'article 1 qui demande à ce que voilà. les plateformes doivent retirer dans un délai de 24 heures les contenus offensants. Voilà. Donc ça, ce délai qui ne sert à rien, qui est excessif par rapport, enfin, qui remplace le travail du juge, un travail que faisait déjà le juge était déjà assez exigeant. Le Conseil d'État ne nous dit rien sur ça. Bon, bref. Donc, en gros, compléter et renforcer un avis très faible du Conseil d'État par un avis de la CNIL nous semblerait stratégiquement intéressant. Et en plus, juridiquement, vraiment, il y a un angle mort sur cet aspect RGPD qui est vu. La CNIL, de mémoire, ils peuvent s'autosaisir. Sur les propositions de loi, politiquement, ça aurait été mieux que Laetitia Avia saisisse la CNIL, à mon avis. Oui. Juridiquement, c'était pas obligatoire, on est d'accord. Non, c'est que sur les projets de loi et décrets, sur les propositions de loi, il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez s'autosaisir. Le PPL, c'est qu'il n'oblige à rien. Quoi. Le CNIL s'est autosaisi, c'est vrai. Mais la CNIL, ils sont pas. Je pense qu'ils viennent de changer de présidence. Ils vont laisser passer la. Ils ne vont pas laisser passer, je pense qu'ils attendent qu'on les appelle. Nous honnêtement, nos rapports avec la CNIL en général, c'est qu'ils attendent qu'on vienne les secouer. On peut reprocher ça, mais... Sur l'article 22 du RGPD, tu disais que c'était pas possible de faire une décision individuelle automatisée qui a des conséquences sur une personne, sauf consentement, contrat ou autorisé par le droit. Ouais. Bah, il se trouve que là, ce sera autorisé par le droit. Donc alors d'abord, tel que c'est prévu dans le texte actuellement, c'est pas autorisé par le droit. Il n'y a pas du tout une mention de ça. C'est que la loi actuelle ne pourrait être exécutée que de cette façon-là, mais si la loi ne prévoit pas, d'abord n'autorise pas explicitement, ça ne va pas, et ensuite il faut qu'elle prévoie toutes les garanties qui entourent ce cas-là. Et en fait, il y a un autre aspect là qu'on a mis à l'écrit, puisque tu me poses la question, je vais développer, qui est qu'il y a la directive dont je te parlais à côté, 2016-680, qui a été adoptée en même temps que le RGPD, et qui, elle, ne concerne que les activités de détection, qualification et de lutte contre les infractions pénales. Ces luttes-là ne sont pas comprises par le RGPD, c'est une directive à part, qui va plutôt concerner les États, la justice, mais aussi les services de renseignement, et aussi toute entité privée qui reçoit en fait une mission, à qui l'État délègue d'une façon ou d'une autre une mission de détecter et de lutter contre les infractions. C'est le cas. Ce qui serait le cas par là. Ça ressemble beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a un débat juridique, c'est intéressant, et que la CNIL, clairement, son avis est indispensable pour savoir si Facebook et Twitter et Google sont considérés comme faisant un travail de lutte et de détection des infractions, auquel cas on tombe dans la directive qui, elle, ne prévoit pas d'exception par contre. Elle demande systématiquement une intervention humaine. C'est pour ça que la justice ne peut pas faire de traitement automatisé pour qualifier, parce que cette directive-là l'en empêche radicalement. Et là, on n'a plus d'exception du tout. Et du coup, ça permet de couvrir la question que tu posais, et qui est en effet un peu la question qui nous fait peur. Et voilà, on peut en débattre autant qu'on veut, mais tant que la CNIL ne s'est pas penchée sur le sujet, je pense personne n'y verra très clair. Ok, donc ça c'est sur les points négatifs, avec un petit élément de stratégie qui nous paraît assez chouette. Juste en 2 mots, cette question-là auprès de la CNIL, de ce qu'on a pu voir plus au centre, ils la poseront pas la question. C'est pas leur groupe qui la poseront, donc au cas où ça avait besoin d'être dit. Par un courrier, saisir en tant que. Faut que ce soit votre président de groupe qui pose la question. Ouais, c'est 17. Juste pour rappeler ce truc de procédure. Voilà, et alors le dernier point qui est le plus intéressant, c'est une fois qu'on a admis que Facebook, Twitter et Google ne pouvaient pas être modérés, que ces plateformes seraient toujours dévoyées à des fins de haine et de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille depuis des mois, même plusieurs années en vérité. Et pour nous, on pense que l'urgence, c'est de permettre aux personnes qui sont sur ces plateformes de trouver refuge ailleurs. Aujourd'hui, on pense qu'il y a plein de gens qui souffrent d'être sur Twitter, d'être sur Facebook, qui souffrent de harcèlement, qui souffrent du contexte très toxique qu'il y a, de cette culture du buzz-là, qui fait que vu
vu les oppressions systémiques qu'ils subissent en général, là elles sont renforcées sur ces plateformes, qui voudraient en partir, mais qui en partir auraient un coût social énorme, mais par exemple perdre ses amis sur Facebook, ou perdre des soutiens militants qu'on a sur Twitter, perdre des collègues qu'on a aussi sur Facebook, ou perdre un public qu'on a sur YouTube, et qu'en fait ces plateformes réussissent à nous garder captifs via le coût social que ça serait d'en partir. Et c'est pas très original de dire ça, je pense que ces plateformes-là le reconnaissent aussi volontiers, qu'elles ont ce pouvoir de contrainte sur nous. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ça, techniquement et juridiquement, c'est assez facile à casser, à briser. Cette dépendance sociale aux plateformes, elle est assez facile à briser du moment qu'on s'intéresse à ce qui se passe en dehors d'Internet, en dehors de ces 4 ou 5 géants. En fait, Internet s'est toujours construit sur des standards interopérables, que ce soit le HTML au CSS. Enfin, on a toujours eu des standards qui faisaient que tous les sites se comprenaient les uns les autres. Et depuis 10 ans, on a dans le monde du logiciel libre, qui vient une initiative pas mal européenne, et aussi un peu des États-Unis, mais de créer des réseaux sociaux décentralisés. En gros, pour dire ça en 2 mots, c'est un réseau social, par exemple, comme Twitter, donc son équivalent aujourd'hui, ça s'appellerait Mastodon, ça existe, qui est hébergé par 3000, 4000 serveurs différents, chaque serveur étant géré par un acteur différent. Nous, à la Quadrature du Net, par exemple, on héberge un serveur, et tous ensemble, tous ces 4000, 5000 serveurs hébergeraient aujourd'hui 3 millions d'utilisateurs qui communiquent tous ensemble sur le réseau. Et assez facilement, un utilisateur peut passer d'un serveur à un autre sans perdre contact avec ses autres amis, vu que de toute façon tous les réseaux sont interconnectés. Ça marche très bien. Il se trouve que d'un point de vue de standardisation, on a le W3C, qui est l'organisme international de standardisation des protocoles Internet, qui en janvier 2018 a publié un standard pour réseau social interopérable qui s'appelle ActivityPub. Donc qui montre quand même que c'est des expériences qui sont très matures, qui prennent de plus en plus d'essor sur le reste d'Internet, des consorts des géants. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si Twitter était obligé de rejoindre ce grand réseau-là, ça, si la loi le force, en fait, techniquement, tout est là pour permettre aux personnes qui veulent fuir Twitter pour trouver refuge, d'aller par exemple sur notre serveur à nous, et de pouvoir continuer à parler avec les amis qui sont eux restés sur Twitter. Ouais, vas-y. En quoi ça empêche la haine Alors, en quoi ça empêche la haine? Toutes ces plateformes-là, toutes les petites plateformes, leur grand avantage, c'est qu'elles sont à taille humaine. Nous, sur notre plateforme, on a 13 000 personnes, tout ça. On a 13 000 utilisateurs, on peut les modérer complètement. Nous, on va avoir une équipe de modération de 2-3 personnes. Les personnes, on les connaît directement. Les victimes, les personnes, ou même les harceleurs, on les connaît personnellement. On peut les gérer, on peut aller leur parler. On peut facilement voir les situations de crise. Et si jamais il y a d'autres instances à côté qui font bien le travail, on va s'allier avec elles. S'il y en a qui font mal le taf, on va dire « Oula, toi, on arrête de communiquer avec ton serveur, on va attendre quelques temps ». Aussi, en même temps, on peut avoir des serveurs qui sont des lieux très safe. Peut-être que nous, on va pencher vers ça sur notre serveur à nous. Donc des lieux très safe où la modération a plutôt pour but d'être au service en priorité des personnes qui sont habituellement victimes d'harcèlement. Et après, on va avoir d'autres lieux de discussion, pas du tout safe, où ça sera de bataille ouverte, parce qu'il faut aussi des lieux comme ça. Juste, là, les gens, enfin, peuvent choisir dans quel contexte de modération ils sont. Ce qui, sur Twitter, est impossible. C'est Twitter qui a tranché, qui a dit « Nous, on n'est pas vraiment safe, mais on n'est pas vraiment non plus open bar, on est quelque part entre les deux. Et si ça ne vous va pas, c'est entre deux, mais désolé, vous n'avez pas le choix. » Tout l'intérêt de l'interopérabilité entre les différents nœuds d'un réseau social décentralisé, c'est que l'utilisateur choisit à quel type de modération il veut se soumettre. Et en fait, même une fois que ça est dit comme ça, on voit apparaître une concurrence entre différents services, une concurrence de modération, où en fait, chaque service est poussé à faire la meilleure modération pour le public qu'il vise. Aujourd'hui, Facebook n'est absolument pas contesté d'un point de vue de concurrence sur sa modération. Si la modération de Facebook aujourd'hui ne vous va pas, mais vous n'avez même pas la liberté de partir en fait. Et donc du coup, la règle juridique, ça serait un seuil de personnes par opérateur. Alors il y a différentes raisons de traiter ce que je dis exactement. Soit on détruit Facebook en plein de petits morceaux, ce qui est un thème qu'on entend souvent aux États-Unis dès qu'on réfléchit en termes de concurrence. Nous, on pense que c'est une solution qui est trop de long terme et un peu trop farfelue encore aujourd'hui. Nous, notre autre proposition, c'est de forcer Facebook, Twitter à devenir interopérables, à implémenter les standards web de réseaux sociaux décentralisés dont je vous parlais, les forcer à devenir interopérables pour qu'une personne qui est aujourd'hui sur Facebook puisse aller sur un autre service tout en pouvant continuer à parler avec les gens, ses amis qui sont restés sur Facebook, et eux-mêmes continuer à voir les messages qu'ils publient. Pour faire une analogie, pour peut-être vous aider, aujourd'hui, si vous êtes sur Gmail, vous pouvez parler avec des gens qui sont inscrits sur Gmail, mais aussi des gens qui sont inscrits sur La Poste, sur Yahoo. Par contre, si vous êtes inscrit sur Facebook, vous pouvez parler qu'à des gens qui sont inscrits sur Facebook. Nous, on veut que Facebook devienne juste comme que les réseaux sociaux soient comme du mail.
On s'inscrit où on veut, on prend quelqu'un qui héberge nos données, mais après on peut parler avec qui on veut n'importe où. Comme ça, on ne se retrouve pas enfermé dans des règles qui ne nous conviennent pas. Pour le téléphone aussi, on peut faire des analogies un peu du même type. Hein. C'est assez simple. L'interopérabilité, c'est vraiment une des choses qui est à la base du web. C'est très simple. En gros, si les GAFAM n'étaient pas apparus avec leur gros CEO super impressionnant qui centralise tout, l'interopérabilité, ça serait le truc que tout le monde connaît, ça serait une évidence pour tout le monde. De la même façon que le mail est interopérable, comme je l'ai dit, et c'est une évidence pour tout le monde. Personne ne remet ça en question. Évidemment que depuis Gmail, on peut parler à d'autres personnes qui sont pas juste aux personnes qui sont sur Gmail. Donc ce projet-là, on en a parlé à beaucoup de gens parce qu'au final, on a une proposition rédigée, hein, une proposition législative rédigée. C'est assez simple en fait de décrire ce que doivent faire les géants pour devenir interopérables. Donc on a pu en parler à différents ministères, à différentes personnes de la majorité, ou au secrétariat d'État au numérique. Tout le monde est ravi, tout le monde trouve ça génial et tout sur le papier. Évidemment, ils ne voient pas très bien quand est-ce que le mettre, et surtout ils ne voient pas le lien avec les situations sociales. Eux, ils voient que avec les situations sociales, ils voient que l'aspect économique de la chose, ils voient que l'angle concurrence, alors que nous, on voit presque que l'angle permettre aux victimes dans l'urgence d'échapper au contexte extrêmement toxique des plateformes géantes. Et après, sur le long terme aussi, hein, c'est pas qu'une question d'urgence, sur le long terme, c'est permettre petit à petit l'apparition de modèles vertueux qui ne reposent pas sur la publicité ciblée, qui ne reposent pas sur être le plus gros possible, sur la culture du buzz, mais qui reposent plutôt sur des structures à taille humaine, qui reposent sur l'entraide, sur l'automodération, mais à petite échelle du coup, entre amis ou entre communautés. Et ça, sur du long terme, ça nous paraît être le modèle d'Internet qui a toujours fonctionné, qui est ancien, qui a toujours existé. Si vous allez sur Wikipédia aujourd'hui, vous aurez un peu de merde, hein, mais vous aurez beaucoup moins de haine, de diffamation que sur Facebook ou Twitter. Wikipédia, ils embauchent personne pour modérer. Ils paient personne, ils n'ont pas d'intelligence artificielle pour modérer. C'est que la communauté. C'est que des gens qui se retrouvent par centre d'intérêt autour de certains sujets, donc qui surveillent certaines pages, qui se connaissent parfois, et qui parlent entre eux pour dire qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Et ça marche, mais ça marche 100 fois mieux que Facebook ou YouTube ou Twitter. Nous, ce qu'on appelle, et ça, Wikipédia n'est pas exceptionnel du tout, c'est la base d'Internet. Internet, c'est des petites communautés, des petits forums qui se connaissent, qui ne sont pas très gros et qui peuvent se modérer. Avec le lot de conflits que ça implique, hein. La démocratie, c'est jamais simple, mais c'est beaucoup plus simple à 10 000 personnes qu'à 2 milliards de personnes. Et Internet a apporté vraiment cet espoir-là d'avoir des structures bien innovantes, intelligentes, faciles à gérer. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on reste à ces structures-là, qu'on y revienne. Et c'est le projet de plus long terme qu'on porte avec cette proposition. Et nous, ça nous paraît une réponse directement au sentiment sincère d'anxiété et de violence qui est ressenti par plein de gens sur Internet. Voilà, le sentiment, nous, on rappelle un sentiment, il n'était pas là depuis le début d'Internet. Internet n'a jamais été un endroit de paix et de fleurs, mais cette panique qu'on peut voir chez certaines personnes aujourd'hui, il faut la mettre historiquement en rapprochement de l'apparition de ces immenses sites Internet. Il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait parlé de haine, on n'a pas relié haine à Internet avec autant de simplicité qu'aujourd'hui on peut le faire. Et nous, on dit que c'est ça arrivé. Il y a 10 ans, il y avait presque autant d'Internet. Hein. Ce n'est pas le nombre de personnes qui a changé, c'est la structure de nos communications qui a changé. Cette structure, elle a changé parce que Facebook, YouTube et Twitter ont pris la place qu'ils ont pris. Voilà. La proposition A, ça serait de mettre en place l'interopérabilité, la décentralisation des serveurs et des hébergements, plutôt que cette structure monopolistique des opérateurs. Enfin, en fait, forcer les géants à faire partie d'un tout qui les dépasse. Et du coup, permettre aux gens d'aller vers mieux qu'eux. Donc, nous, on a fait une lettre ouverte pour inviter le législateur à prendre cette voie de l'interopérabilité en général. On a une soixantaine ou 70 maintenant signataires, 65, des associations, mais aussi des petites entreprises qui commencent à signer. Donc ça, on va partager ça avec vous. On a ce qui ressemble à un amendement ou une proposition de loi, enfin peu importe. Voilà là. Ensuite, là, on vous a fait 2 petites pages un peu plus juridiques sur pourquoi ce serait pertinent de saisir la CNIL, s'il fallait convaincre la CNIL de ça. À mon avis, la CNIL attend d'être saisie. C'est un peu bizarre, mais ils sont souvent quand même dans cette position d'attente. Et voilà, j'ai ça x2, tout simplement. Donc, pour résumer, votre position, c'est de dire toute cette loi ne sert à rien et il vaut mieux la remplacer par un article unique qui vise à l'interopérabilité des grandes plateformes en ligne. Ouais. Et que mécaniquement... Donc je vois un peu comment... Et il n'y a rien à retirer du texte, selon vous, là, qui va être mis en discussion. En vrai... Honnêtement, c'est pas une question piège. Non, en vrai, il n'y a rien à retirer, mais en fait, on s'en fout. Enfin, à la limite, ce texte, il vient mettre
une écharpe dans le pied des géants. À la limite, nous, on pourrait s'en moquer complètement que le texte demeure ou pas. En vrai, ce qui nous dérange sincèrement, c'est que dans l'aspect symbolique, ce texte, comme plein d'autres, continue de faire croire au public que la solution, c'est Facebook, c'est Twitter, que la solution viendra d'eux, viendra de l'intelligence artificielle. C'est ça, nous, l'aspect symbolique, nous, ça nous est insupportable. Par contre, en vrai, ce texte, on s'en fout. Enfin, nous, ce qui nous dérange, c'est qu'il insulte un peu les victimes, ce texte, en faisant croire qu'on va les aider, alors qu'ils savent pertinemment qu'on ne va pas les aider. Juste pour revenir sur l'histoire dans le texte d'appliquer des algorithmes et donc du coup de rentrer en contradiction avec tout ce que prévoit le RGPD sur les décisions individuelles, dans l'article 22, ils disent que ça peut être si un contrat le prévoit. Mais ils ne peuvent pas nous faire cocher la case quand on se reconnecte la prochaine fois sur Facebook en disant vous acceptez les nouvelles conditions et tu fais OK. Et... Ils ont essayé, la CNIL a dit non. Ils ont essayé, la CNIL a dit non, mais exécuter le contrat vis-à-vis du RGPD, ça ne veut pas dire vous forcer à cocher une case. Ça va être un vrai contrat que vous voulez être exécuté. C'est vraiment une question qu'on a déposée par ailleurs en termes de publicité ciblée, en termes de traçage. La CNIL a déjà eu à trancher. Évidemment que tous ces petits filous, ils ont volontairement, là, l'opérateur ne peut pas obliger quelqu'un, ne peut pas proposer à quelqu'un de volontairement se passer de son droit à ne pas passer par un algorithme. Ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, c'est... Donc, les conditions générales d'utilisation. Normalement, dans les conditions, normalement, ce qui se passe quand on s'inscrit sur Facebook, il devrait dire ok, on va vous modérer avec des humains. Est-ce que vous voulez aussi être modéré par des machines? Et tant qu'on ne coche pas oui, il ne faut pas que ce soit précoché. Tant qu'on ne coche pas oui, ils ont interdiction de nous modérer par des machines. Ça, c'est le RGPD, ça serait foutu. Voilà, donc ils peuvent proposer aux gens d'être modérés par des machines. Oui, voilà. Ils peuvent le proposer. Et je ne sais pas qui accepterait, mais oui, c'est possible. Que ces messages à soi soient modérés, pas ce qu'on voit. Il faudrait accepter que Facebook passe la moindre vidéo, photo ou texte page dans ces machines pour vérifier que ce qu'on dit n'est pas illicite ou contraire à leur cellule. Et ils ne peuvent pas dire si vous ne cochez pas cette case, alors vous ne pouvez pas avoir accès à Facebook. Non, ça c'est le centre des plaintes qu'on a faites il y a 1 an pour l'entrée en application du RGPD. Pour ça, la jurisprudence de la CNIL et des autorités européennes est très claire. Le consentement en matière de RGPD, on n'est pas dans des logiques contractuelles classiques. Le consentement, c'est vraiment quelque chose d'assez sacré. Et si on le donne sous la menace de ne pas accéder à un service, le consentement, il n'est pas libre, il n'est pas valide. C'est vraiment un des piliers du RGPD et toutes nos plaintes, on les fait que sur ça. Et la dernière contre Google, on a commencé à la gagner sur ça. Donc ouais, sur ça, c'est assez tranquille. Mais s'il y a un doute, que la CNIL lève le doute en tout cas, ça c'est sûr. Sur la question de la discrimination sur Internet, je ne suis pas sûre de voir en quoi la proposition qui est une solution sur les questions de haine et des tensions sur Internet résoudrait la question des discriminations structurelles sur Internet. Alors tu parles de discrimination faite par la structure d'Internet ou par les utilisateurs? Par la structure. C'est-à-dire tout ce qui va être recommandation. Tout ce qui est lié au biais algorithmique. Ok. Donc pour ça, il y a un cas que vous connaissez sûrement, YouTube. On réalise tout d'un coup qu'il a déréférencé ou moins référencé ou démonétisé tout un tas de vidéos qui allaient être pro-LGBT, pro-trans. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, mais bon, de 1, qu'est-ce qui se passe? YouTube n'était même pas transparent sur ça. Et de 2, du coup, on se retrouve dépendant d'un service qui fait des choix politiques à notre place. Il se trouve que des alternatives à YouTube, il y en a pareil, des très bien décentralisées, Peertube notamment, avec notre idée, depuis un endroit décentralisé, donc par exemple depuis le serveur de vidéos de la Quadrature du Net, c'est un Peertube, c'est vidéo.laquadrature.net, il serait possible que toi tu t'inscris sur notre plateforme, tu décides de suivre certaines personnes que tu aimes qui ont leurs vidéos sur YouTube, et que nous on te transmette les vidéos de YouTube, mais sans le filtre de YouTube. Le filtre de YouTube ne s'applique que si tu regardes les vidéos depuis le site YouTube. Par contre, si tu le regardes depuis une autre instance qui est allée chercher les vidéos sur YouTube, là tout le filtre disparaît. Il n'y a plus lieu de s'appliquer et YouTube ne peut pas te soumettre à sa bulle algorithmique. Ça, dans notre amendement, c'est bien un truc qu'on met. En fait, YouTube, les vidéos qui laisse à disposition des autres nœuds du réseau décentralisé, il doit les mettre à disposition de façon neutre sans leur appliquer ses recommandations. Tu vois pas? Ouais, je vois, mais est-ce que ça résout juste sur le moteur de recherche par rapport au contenu, mais ça ne résout pas la question des biais discriminatoires qui ont un impact sur l'employabilité, la recherche de logement, l'accès... Oui, mais du coup, c'est ça. C'est ça que pose ma question, que porte ma question, parce que donc il y a la question de l'usage des algorithmes pour faire des prédictions. Là, tu disais que toi, à ton avis, à votre avis,
il y avait une question de légalité qui était en jeu, pour savoir si c'était légal. Donc ça, c'est un premier point dont j'aimerais bien que j'aborde si tu as un peu de temps. Et sur la question des recherches sur Google qui font des associations qui sont discriminatoires et qui du coup ne sont pas exactement dans la prédiction, mais qui ont un impact direct sur la vie des gens. Ça, je suis désolé, on n'a pas de solution aussi construite que pour les réseaux sociaux. Vraiment pour les moteurs de recherche. Enfin, pour les moteurs de recherche, peut-être pas parce que les moteurs de recherche c'est difficile à décentraliser, mais par contre, si on voit par exemple pour la recherche d'emploi, quand on a vu ce qui s'est passé avec LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn qui a notamment des biais misogynes qui proposent des salaires inférieurs pour les femmes, etc., ou racistes, là l'idée c'est de proposer une alternative qui n'utilise pas cet algorithme. Et donc sans algorithme, on n'a pas le biais. Si c'est des humains qui s'occupent de la modération. Contrôler les algorithmes, après l'idée c'est de faire, si on veut quand même qu'il y ait des plateformes qui utilisent des algorithmes, c'est d'avoir des algorithmes plus ouverts, modulables, c'est naturellement vers ça qu'on va notamment sur PeerTube, c'est simplement des algorithmes qui sont coécrits, qui sont toujours open source, libres, ouverts, etc. Et donc où on peut décider si l'algorithme est biaisé, au moins de pouvoir choisir en quel sens il va être biaisé en tant qu'utilisateur. Choisir, c'est vraiment ce que tu dis, tu choisis l'algorithme auquel tu te soumets. C'est ça. Oui, ça permet pas de... On n'est pas sur la contestation de l'algorithme en lui-même, on est sur le contournement de l'algorithme qu'on présuppose comme étant discriminatoire. Oui, mais le problème c'est que c'est les algorithmes qui ont un effet discriminatoire qui impacte la vie des gens. C'est les algorithmes qui ont un caractère monopolistique et sur lesquels on a moins d'impact. Donc ça, même si on peut faire des propositions de loi, concrètement, pour aujourd'hui limiter l'impact dans la vie réelle des gens, l'impact économique, social, psychologique sur les gens, il faut un moyen de contrôle de ces algorithmes qui ne soit pas juste un moyen de centralisation, puisque le moyen de centralisation, c'est juste décentraliser la question du budget. Mais pas mettre le choix. Déjà assurer la vigilance, le choix aussi. Non, mais le problème. Mais juste pour te donner un peu, pour te rassurer un peu, même si c'est pas simple, le RGPD peut être une très bonne arme déjà pour bien évacuer les points les plus gênants du sujet. Nous, quand on a attaqué les géants avec le RGPD, c'est pas sur les biais algorithmiques, mais les questions qu'on a posées pourraient donner des très très bonnes billes pour après venir défoncer ça. Sur les biais algorithmiques, comme on n'a pas l'algorithme, on peut que présupposer qu'il est discriminatoire, on ne peut pas le prouver vu qu'on n'y a pas accès. Et aujourd'hui, quand on conteste ou quand on attaque, j'imagine qu'on se fait jarter en disant bah oui, vous n'avez pas d'éléments. Mais nous, on a même attaqué du coup. Pas encore ça, ce sera les étapes prochaines. On ne peut pas rêver avec la transparence. Puis la transparence, si on vous dit, d'abord si on explique les choses de façon très transparente, ça ne sera pas clair, parce que c'est pas clair. Et ensuite, si on vous dit, ben voilà, ça marche comme ça, donc vous n'avez pas le choix, à quoi ça sert d'être transparent? Aujourd'hui, si les recommandations de YouTube, par exemple... Tu peux attaquer si tu as accès, tu peux attaquer. À démontrer qu'il y a des biais. Si tu arrives à démontrer qu'il y a des biais, qu'il y a des discriminations, dans ce cas, tu peux attaquer, et du coup, il peut y avoir une résolution, certes a posteriori, mais de régulation progressive, en fait, de l'utilisation des réseaux. Nous, on n'y croit pas trop. Enfin, nous, on pense que corriger ces choses-là, c'est des solutions très très lentes qui vont prendre beaucoup d'énergie. Nous, on pense que la priorité, c'est permettre aux gens de trouver refuge, s'enfuir des pires choses, construire mieux ailleurs, et peut-être après, là, une fois que tout le monde est à l'abri, essayer de corriger les choses qui prennent beaucoup de temps à corriger. Mais en fait, corriger YouTube, corriger LinkedIn, c'est ni notre rôle, en tout cas, c'est pas le rôle de la Quadrature, et on pense que ça ne devrait pas être le rôle du législateur non plus. Notre rôle, c'est de permettre de créer de l'apparition de choses qui fonctionnent et permettre aux gens de migrer sur ces choses-là. Désolé, mais voilà, Facebook, c'est trop gros, on n'arrivera pas à le corriger. Et son algorithme, il est trop pété et on n'arrivera pas à le corriger. Non, mais déjà, si on peut lui demander de transparent, ouais. Mais ça a été fait dans la loi fake news, des trucs de transparence qui sont un peu nouveaux. Non, qui sont vrais, mais, oui, mais c'est très circonscrit. Sur les données commerciales. Non, sur l'article 14, tu as, indépendamment de l'élection, c'est sur toute recommandation algorithmique, tu dois dire quelle est la part des gens qui ont visionné la vidéo, par exemple, qui ont été recommandés par la plateforme, la part de gens qui ont accédé directement par l'URL, ou la part de gens qui ont accédé par le moteur de recherche du site. Déjà, c'est pas la transparence sur le fonctionnement de l'algorithme, sur ses conséquences. C'est nouveau, pourquoi pas. Nous on pense que c'est une stratégie qui est beaucoup trop lente, beaucoup trop long terme. Mais faisons les deux en même temps. Complètement, ouais. Juste, j'avais une question, je ne comprends pas un truc. Ouais. Quand tu dis sur les vidéos YouTube qu'on extrait
pour mettre sur d'autres modèles, grâce à l'interopérabilité. Qu'est-ce qui peut prémunir contre un phénomène hypermassif de crise? Le barrage qui peut être fait par des algorithmes, justement. D'abord, le barrage des algorithmes ne fonctionne pas. Hein. D'abord, il faut voir que oui, j'ai bien compris, le modèle qu'on propose ne peut pas être pire que le modèle actuel, puisque le modèle actuel ne fonctionne pas. En quoi il peut être mieux? L'idée, c'est qu'on n'offre plus une plateforme où il y a 2 milliards de personnes pour permettre aux gens de faire de la propagande. Cette plateforme-là, petit à petit, disparaîtrait. On n'aura que plein de petites plateformes qui s'autogèrent assez efficacement parce qu'à petite taille, et qui eux très rapidement peuvent voir venir le truc, voir se dire ok, là il y a une crise, il vient d'avoir un attentat, donc on va un peu ralentir la vitesse à laquelle les vidéos peuvent être mises en ligne, ou alors on va ralentir, ou alors on va faire très attention toute la journée, on reste tout l'après-midi pour être sûr que notre public ne sera pas confronté à des massacres. Juste en fait en termes de coûts, quand on distribue les coûts de modération, les coûts d'infrastructure entre autant d'acteurs différents, tout devient beaucoup plus réaliste. Et on n'est pas encore sûr que ça marche à 100%, il n'y a aucun souci. Et d'abord, on n'est pas sûr que ça marche tout de suite en plus. C'est des solutions de long terme qu'on propose, des solutions où il y a une part d'inconnu, mais au moins c'est des solutions crédibles, parce qu'on sait que par le passé ça a pu marcher, sur certains problèmes ça marche, et on sait que les alternatives ne marchent pas. Donc nous on ne propose pas une solution magique, mais on propose une solution qu'on considère comme étant la seule qui nous a l'air un peu réaliste. Je bosse avec Muriel aussi, on est en train de faire le rapport de cette commission d'enquête sur la lutte contre l'extrême droite. Sous ce prisme-là, Internet, tous les contenus de haine, des sites fachos, des choses comme ça, on est très... on surveille ça beaucoup. Là, finalement, si j'ai bien compris, il s'agit de faire émerger, en fait, finalement, une myriade de petits acteurs. La solution n'étant pas forcément d'aller taper sur finalement, les fachos ou ceux qui produisent le contenu de haine, mais protéger les victimes. C'est ça, donc. Mais alors, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on les fait émerger parce qu'il y a ça demande des moyens. Quels moyens on donne et comment lutter contre l'effet un peu de concentration que tu as sur Internet où tu vois, tu as Facebook qui archive tout. Quoi. En fait, c'est largement déjà fait ce travail en fait. Le travail de développement de logiciels libres pour les briques, ce qui permet de faire ça, on a déjà des très bonnes soit briques qui sont déjà construites, soit qui sont en très bonne phase d'être construites. En France, tu auras Framasoft, qui est une asso française vraiment géniale, qui a fait Peertube. En Allemagne, tu auras Mastodon. En France, tu as d'autres projets pour partager de la musique, pour faire des blogs. Donc d'abord, il y a déjà ce travail-là qui est fait. Ensuite, il y a toujours un travail de design, du UX pour que ça puisse attirer. Mais ça, en fait, c'est la même question que tout à l'heure. Quand on distribue les coûts entre suffisamment de personnes qui croient au projet, ça peut faire moins cher. Après, est-ce que c'est à l'État d'aller investir dans le logiciel libre? Nous, comme ça, instinctivement, on aura envie de dire oui. D'abord, classiquement, l'État a toujours fait ça. Via les universités, l'État a toujours investi dans le logiciel libre, donc qui continue à le faire. Il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire de ce côté-là, parce que, en plus, si jamais la loi imposait l'interopérabilité avec les grandes plateformes, il y aurait un engouement qui apparaîtrait naturellement. Il y aurait plein de gens qui aujourd'hui font un peu le logiciel libre, qui en feraient beaucoup plus pour faire des réseaux sociaux décentralisés, parce qu'il y aurait une demande qui augmente, et ça serait un cercle vertueux assez intéressant. Comment éviter que Facebook rachète ça? En fait, Facebook, nous, notre idée, il fait partie de ça déjà. Il est inclus, ce n'est qu'un des nœuds de l'immense réseau. Et pour racheter les autres réseaux, ça n'a pas trop de sens. Enfin, il pourrait le faire, mais il y aurait toujours d'autres nœuds. Après, bon, c'est du logiciel libre. Il n'y a pas le logiciel libre, ça ne peut pas se racheter, même s'ils peuvent influencer dessus. Ça, c'est pour les grandes questions. En fait, on est beaucoup dans le déjà là. Hein. Dans les propositions qu'on fait, c'est beaucoup du déjà là. Ce qu'il faut, c'est un peu accélérer la machine parce que c'est un peu urgent. Et après, sur le très long terme, est-ce que le monde entier finira par être racheté par Amazon, Google et Facebook? Oui, c'est possible. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que si on veut éviter que ça arrive, il faut que les alternatives apparaissent le plus vite possible pour éviter que ça arrive. Mais vraiment, en plus, si on veut s'amuser à jouer les macronistes en mode vive l'Europe, vive la concurrence, c'est exactement ça. Nous, les projets dont on parle là, c'est des projets européens. Hein, et en plus, qui viennent plutôt du monde associatif, de la société civile ou du monde de la recherche. Je ne sais pas si je le tenterai en hémicycle. Mais bon, je le garde dans un coin de Franchement, nous, on le fait toujours, c'est rigolo. Oui, je l'ai fait moi sur les prisons en disant mais regardez, en plus ça coûte cher les constructions de places de prison, vous qui voulez faire des économies. Ça n'a pas marché, ils ont quand même construit les places de prison. Ouais, c'était prévisible. Et la modération. Ouais. Parce qu'il y a finalement aussi ce sujet où du coup on acte le fait qu'on n'arrivera pas à trouver une manière efficace de les faire taire.
est-ce que on ne pourrait pas imaginer des solutions beaucoup plus contraignantes, vis-à-vis des plateformes, en leur donnant, je ne sais pas, des grilles contraignantes. Alors bon, là, quand on a auditionné Nunez, le secrétaire d'État nous parlait peut-être d'un règlement européen justement sur les contenus. Et alors, sur les pouvoirs publics eux-mêmes, là c'est aussi la question du pouvoir public, la question de l'OCLCTIC, cet office central qui s'occupe justement de la surveillance du contenu, qui aujourd'hui d'ailleurs pas tellement, on a plus ou moins compris que c'était plus ou moins, Ah bah qui font la censure politique, oui. Et, enfin, nous, la dernière demande CADA qu'on leur fait, c'est ils ont demandé à Google Plus de censurer une caricature de Macron en Pinochet. Vous vous souvenez de la caricature? Donc on leur fait une demande CADA pour comprendre ce qui s'est passé. Et la police nous dit, en effet, on a reçu ce signalement anonyme sur Pharos. Moins de 24 heures après, on signale ça à Google Plus parce qu'on considérait que c'était une urgence. Les mecs, ils sont même pas 70 agents. Ils ont 600 demandes par jour, enfin 600 signalements par jour. Mais celui-là, il était urgent à transmettre. Et il l'enregistre dans injure et discrimination raciste. Une caricature de Macron en Pinochet. Le CLCTIC, c'est ça. Tu vois. Donc si on veut réfléchir à est-ce qu'on a des moyens de faire de la meilleure répression sur Internet, peut-être, mais en commençant à arrêtons d'instrumentaliser la répression en outil de censure politique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais oui, est-ce qu'on peut faire de la meilleure répression sur Internet? Nous, on n'y croit pas. Dans tous les cas, ce n'est pas notre rôle de proposer comment faire de la meilleure répression, parce que c'est ça le problème de la justice, quoi. Nous, on n'y croit pas. Nous, on pense vraiment que c'est multiplier les différents types de modération, multiplier les différentes offres d'Internet en fonction des besoins de chacun et de chacune qui marchera. Si au final, on se retrouve avec un petit bar perdu au fond de la France, avec 3 fachos qui font des blagues antisémites entre eux, mais que personne ne les entend et que tout le monde se fout de leur gueule, nous, on a envie de dire, mais qui restent tous les 3, on s'en fout, quoi. Continuons à avancer entre nous, à nous entraider entre nous, et arrêtons de vouloir à tout prix... Ouais, vas-y, je termine pas ma phrase. Il y a un débat qui est monté sur l'anonymat. Ouais. Réseaux sociaux. Quelle est votre position sur le sujet? Parce que quand vous dites vous faites des petites plateformes à taille humaine, finalement tout le monde se connaît. Enfin, en tout cas, pas tout le monde, mais à 13 000 on se connaît. Ouais, c'est l'idée, mais du coup, ça garantit pas l'anonymat. Alors, c'est pas très grave. Mais alors, c'est pas étranger ces questions d'anonymat à la proposition de loi telle qu'elle est, parce qu'en fait, on a, je pense que c'est dans l'article 4, je crois qu'à la fin, il y a une article 5, augmentation des sanctions pour non-respect des conservations des données de connexion. Alors, ça, il faut voir. En fait, ce débat, il est simple. Je ne sais pas pourquoi les médias ne l'ont pas présenté aussi simple que ça. On a 3 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, 2014, 2015, 2016. Le dernier, c'est l'arrêt Télé2, qui est le plus simple à lire, qui déclare que tout État membre qui empêcherait, enfin en tout cas qui mettrait en œuvre des mesures pour empêcher que les personnes soient anonymes sur Internet, violerait la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Concrètement, dans la plupart des États membres européens, dont la France, les fournisseurs d'accès à Internet ont l'obligation de conserver pendant de 6 mois, 1 an à 6 ans en Italie, bon en France c'est 1 an, ont l'obligation de conserver l'adresse IP des personnes et pour l'associer au nom de la personne qui utilise telle adresse IP à telle heure, parce que les adresses IP en fonction des jours, de l'heure, ça peut changer. Donc pendant 1 an, ils doivent conserver pour Arthur Messot tous les adresses IP que j'ai eues en fonction des heures et des jours, etc. pour permettre à la police et au service de renseignement et à la LOPI aussi quand ils voient quelqu'un qui a fait une connerie, qui a piraté un film, qui a fait de la diffamation sur Internet, en général, la police n'a que son adresse IP, et il prend l'adresse IP, il va montrer ça au fournisseur d'accès à Internet, et ça lui donne un nom. La Cour de justice a dit que la loi française, enfin pas la loi française, mais les lois européennes qui obligeaient les fournisseurs d'accès à Internet de faire ça, de conserver des données sur toute la population, c'était frontalement contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans les cas sur lesquels elle se prononçait, d'abord c'était sur le droit suédois et anglais, qui prévoyait la même chose qu'il y a en France. On avait aussi une directive de 2006 de l'Union européenne qui a été invalidée complètement. La Cour de justice a invalidé entièrement une directive qui prévoyait ça. Nous, quand on allait devant le Conseil d'État pour dire mais la France, il faut qu'elle respecte le droit européen peut-être, le Conseil d'État nous a répondu, le Conseil d'État n'a rien dit pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, le gouvernement a dit au Conseil d'État, bon en fait, peut-être qu'il faudrait que la situation se décoince, donc allons voir la Cour de justice. Le Conseil d'État a dit, nous reconnaissons que le droit français viole le droit européen, mais nous pensons que la Cour de justice a fait une mauvaise appréciation de la situation et devrait modifier sa jurisprudence. Donc nous transmettons des questions préjudicielles pour trancher ces points-là. Donc du coup, en fait, là, nous, on a une affaire qui est pendante devant la Cour de justice
pour régler ce problème-là. Aujourd'hui, l'anonymat sur Internet, voilà, il est garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union, une jurisprudence constante de la Grande Chambre de la Cour de justice. Pour nous, il n'y a pas de débat. Plutôt que de corriger. En vrai, le gouvernement devrait corriger le droit français. Si c'est des grands européanistes, machin, ils devraient corriger le droit français, se mettre en conformité. Bon, ils le font pas, ils refusent, mais non seulement ils refusent, et en plus, ils augmentent les sanctions si on refuse, par respect du droit européen, de ne pas appliquer le droit français. Nous, par exemple, sur nos réseaux sociaux qu'on gère, la police est pu venir nous voir pour nous demander l'adresse IP d'un utilisateur. Et on a dit, ben non, désolé, nous on ne conserve pas les adresses IP, nous on ne se soumet pas au droit français, on ne conserve pas pendant 1 an ces adresses-là, parce que c'est contraire au droit européen. Bon, la police n'a rien dit, parce que sûrement qu'il y avait d'autres moyens d'identifier la personne, mais là, plutôt que de nous foutre la paix, le gouvernement, enfin, Madame Avia, veut augmenter les sanctions qu'on subit quand on fait ça. Bon, il ferait mieux de se taire, il passerait moins pour des cons. Donc voilà, en fait, ce débat de l'anonymat, il est tranché. Il est tranché depuis longtemps. Bon, le Conseil d'État supplie la Cour de justice de changer d'avis, mais la Cour de justice ne va pas changer d'avis. Du coup, ça peut être un des moyens qu'on peut soulever dans un recours au Conseil constitue sur ce texte. Ouais, clairement, oui, c'est vrai. Le Conseil constitue, plutôt team Conseil d'État, hein. Plutôt team France, complètement. Ouais. C'est pas, enfin, sauf si. En théorie. Oui, mais... Ouais, ils ont quand même. Quand même. Oui. En tout cas, ça rend la. Enfin, s'il y a des gens pour faire un recours avec nous. Mais comme quoi, en fait, c'est un choix politique, quoi. C'est-à-dire que, y compris la France s'assoit complètement sur le droit européen quand ça l'arrange. Ouais. Donc ça, RGPD et charte. Ça, c'est flagrant, quoi. Ouais, donc, comme quoi, c'est une question de volonté politique. Moi, je me demande, dans ce qui est dit, quel est, vous l'avez évoqué un point filigrane, quel doit être le rôle de l'État si, dans le modèle que vous présentez, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire les acteurs et actrices elles-mêmes qui se contrôlent et qui se protègent, quoi, qui veillent à ça. Du coup, à quoi doit servir l'État deux choses. En termes à la fois le droit, mais aussi, j'allais dire, le service public, de la justice. Enfin, c'est-à-dire que l'Internet, c'est un espace public d'expression, et donc, quelle est la place de l'État, et des services publics là-dedans, en fait. Une très bonne question, parce que d'habitude dans notre exposé on l'aborde, là j'ai oublié. L'État va servir à deux choses. Première chose, évidemment, c'est de s'assurer que l'interopérabilité est appliquée, que les puissants ne puissent pas s'accaparer le public. Donc ça c'est assez clair, ça serait l'ARCEP, nous on pense qu'il ferait ça le mieux. Bon, ça c'est clair. Ouais, parce que là en fait, notre proposition, c'est on s'intéresse à la diffusion des messages, bien plus au contenu des messages. Et ça, qu'est-ce qui gère la diffusion des messages? Classiquement, c'est l'ARCEP, ils ont les bonnes logiques pour faire ça, et quand on leur parle du projet, ils aiment beaucoup. Bon. Okay. Mais ça c'est écrit dans le texte. Bon, et après, la partie qui est la plus intéressante et qui répond vraiment à votre question, nous, notre idée, c'est qu'une fois que tous les conflits interpersonnels un peu de merde, un peu nuls, qui sont faciles à éviter, si on change un peu la structure d'Internet, une fois que tous ces conflits nuls auront disparu, parce qu'on ne forcera plus les gens à cohabiter dans des immenses plateformes, la police et la justice pourront enfin se concentrer sur les choses les plus graves. Et nous, on ne dit pas que la police n'aura plus de rôle, peut-être qu'elle aura un rôle, mais ce sera les choses les plus graves. Ce sera, par exemple, pour éviter que, depuis une plateforme comme 8chan, qui était la plateforme sur laquelle s'est organisée la diffusion de la vidéo du massacre de Christchurch, pour éviter pour surveiller ces plateformes-là, et que si jamais vraiment sur ces plateformes-là se préparent des attentats, on puisse y répondre efficacement. Et ça, nous, on pense que ça sera possible si on permet à la justice de se concentrer sur les cas les plus graves. Et nous, notre solution permet d'évacuer tous les cas les plus faciles à gérer, on va dire. C'est pas qu'ils sont pas graves, mais ils sont faciles à gérer dans la mesure où il suffit de mettre un peu les gens, de mettre une barrière entre les gens pour qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule. Une fois que tous ces cas-là sont plus là, le service public de la justice peut reprendre toute sa mission bien plus intéressante. Parce que si aujourd'hui la justice c'est simplement régler des diffamations entre des voisins qui s'insultent, c'est un peu du gâchis. Si ces diffamations entre voisins qui s'insultent, on peut régler les situations sans impliquer la justice, mais avec des moyens beaucoup plus simples, en mode en disant aux voisins, bon attendez, on va arrêter de vous parler pendant quelques semaines et ça passera. Voilà. Si la justice, on peut la concentrer sur le plus important, ou sur la lutte contre la pédopornographie par exemple, ou d'autres choses comme ça, ça nous a l'air raisonnable. Donc en fait, voilà, quand vous n'avez pas pu manquer le ministère de la Justice qui a fait passer une circulaire en avril
pour demander au ministère public de davantage saisir la justice plutôt que de s'en remettre aux réseaux sociaux pour modérer Internet. Donc on entend complètement leur appel. Les ministères de la Justice se sont évacués, se sont un peu humiliés, on imagine, dans ce débat-là. Ils ont suffisamment de boulot comme ça pour pas s'en rajouter. Mais c'est pourtant la circulaire invite, je ne sais pas pourquoi, c'est fait ça. Ils veulent montrer une volonté politique, comme contre le sexisme ou quoi d'autre. Il faut remplir faut nourrir la machine quoi, pour montrer qu'on agit. Quoi. Mais même si c'est possible que ça soit un peu une posture et un peu exagérée, nous on pense que c'est pas délirant de continuer de penser que la justice continue d'avoir un rôle. Et pour qu'elle ait un rôle, il faut qu'on la soulève de toutes ces questions absurdes qui aujourd'hui en fait sont provoquées par Facebook et Google. Si on enlève Facebook et Google, la justice pourra travailler sur des choses plus sérieuses. Non, mais parce que ce qui est beaucoup mis en avant et que vous avez évoqué au tout début, c'est la question des personnes qui sont victimes de ça. Et sur qui elles se retournent là, du coup, la réponse c'est Facebook, quoi. Aujourd'hui voilà. Ouais. Et le projet de loi il pousse à ça, à dire qu'en fait c'est de la responsabilité de Facebook et c'est et du coup c'est dans un rapport qui est encore plus inégal entre l'individu, la personne lambda qui est déjà vulnérable et qui a déjà subi une violence, qui doit auprès de la plateforme, etc., devoir demander, faire des recours, etc. Voilà. Et du coup, la force publique, elle doit être là pour aider la partie la plus faible à obtenir justice d'une manière ou d'une autre. Donc comment l'État ou les services de l'État, ou alors si c'est l'idée par exemple d'un service public du numérique qui prenne en partie en charge ça, à la fois le respect de l'interopérabilité, mais aussi le fait de dire les gens ils sont pas tout seuls face à des accueillir les victimes et aider les gens qui viennent de se faire harceler ou insulter, ça on le fait très bien nous-mêmes en fait, pas besoin de l'État. Internet est né en bonne partie, s'est développé pour ça, pour des réseaux d'entraide entre personnes isolées, entre personnes qui subissaient des oppressions systémiques. Nous sur nos plateformes, c'est principalement des communautés, c'est beaucoup la communauté LGBT qui je trouve être proche de nos milieux. Et ces gens-là, l'entraide, c'est la base de leur utilisation d'Internet. On n'a pas besoin de l'État. Une femme trans qui se fait taper dans la rue, elle va chercher de l'aide auprès de la communauté qu'elle connaît, et c'est plutôt sur nos services. Elle va pas chercher de l'aide auprès du commissariat, en fait. Bon, les personnes ont essayé, ça n'a pas marché. Donc en fait, ça c'est gérer les violences en ligne, c'est précisément notre modèle de société. Permettre à la population de s'entraider. Internet sert surtout à ça. Et derrière, s'il y a des situations dans lesquelles l'État a un rôle à jouer, mais tant mieux qu'il le joue. Mais pour les situations que nous n'aurons pas réussi à gérer, il faut réaliser que nous ce qu'on propose, c'est de gérer ça à la base. Donc non seulement en diminuant les cas de violence, le plus fortement possible, pour qu'il y ait encore moins de victimes à gérer qu'aujourd'hui. Ensuite, en nous offrant des espaces où on peut accueillir et aider les victimes, nous-mêmes, parce qu'on est quand même, c'est la population qui a le plus de bras pour aider les victimes, bien plus qu'on aura beaucoup plus de bras et d'énergie que l'État n'en aura jamais. Et ensuite, pour les cas les plus critiques, par exemple, quand il y a des mesures d'éloignement qui sont nécessaires à prendre, ça c'est pas la population qui va tenir un mari violent écarté de sa conjointe, et là on peut aller voir l'État pour demander ça. Et ça, je vois pas en quoi les structures actuelles ne seraient pas suffisantes. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais du coup, la question que ça pose, vu que c'est l'idée d'entraide communautaire, dans le sens de communauté Internet, comment on fait pour les personnes qui sont le plus éloignées d'Internet et donc du coup de la possibilité de s'organiser sur Internet, comment vous envisagez ça? Nous, le débat dont on parle, c'est la haine sur Internet. La haine en dehors d'Internet, on est beaucoup moins bon. Enfin, toi, nous, on est beaucoup moins bon pour en parler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'avantage des gros opérateurs, c'est que c'est une accessibilité directe. Le service, il est descendant et du coup, il n'y a pas besoin de s'auto-organiser. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est le seul bon côté, c'est que tout le monde sait que Facebook existe. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, comment on fait le modèle que vous proposez, qui est intéressant et décentralisé, il va favoriser des personnes qui sont déjà affines à la technologie Internet et qui ont déjà peut-être, ou alors c'est une c'est la même question que comment tu fais pour que les assos de quartier, les assos antiracistes, les assos féministes, machin, comment tu fais pour les faire connaître? C'est juste en espérant que chacun ait les moyens de se faire connaître auprès des victimes qu'il faut aller voir. Comment? J'ai la conscience, perso, avec ces histoires de commission d'enquête, d'une urgence là-dessus, sur
la lutte contre les propos de haine sur Internet, cette lutte contre les propos de haine qui est complètement défaillante. Là, on parle de 2 étapes. Hein. Il y a une étape de long terme, là, qui est la vraie étape, c'est-à-dire c'est le public qui prendra en charge l'aide aux victimes. Ça, c'est du long terme. Le court terme, l'urgence, c'est de permettre aux victimes de fuir de Twitter sans perdre leurs alliés, les personnes qui les aidaient, qui étaient sur Twitter. Ça, pour nous, c'est l'urgence. Après, tout le reste, là, c'est du long terme. Pour dire, du coup, dans le schéma-là, première chose, on suite les victimes, on les protège, on s'auto-organise pour justement diminuer les violences. Deuxième chose, du coup, on s'occupe des contenus de haine qui sont les plus hardcore. Qui pour signaler au final? Quel service? Au CLCTIC, du coup, d'après ce que tu dis, et c'est vrai que c'est pile. Il faut quelqu'un qui, quelqu'un d'indépendant et d'autorité. C'est pas juste saisir la justice, parce que via le ministère public, de façon... Enfin, il faut essayer de se projeter dans un monde où il y aura moins de choses à signaler, où les choses à signaler seront vraiment suffisamment graves pour qu'elles puissent être traitées sérieusement par la... peut-être même par le CLCTIC après tout. Oula, c'est dur à dire. Et on peut imaginer ça. Là, quelles institutions de l'État doivent gérer les signalements? Désolé, c'est pas... Enfin, vu la situation actuelle, aucune n'a l'air bonne, mais dans une situation meilleure, oui, peut-être n'importe laquelle, tu vois, c'est difficile de voir clair. Il y a plusieurs hypothèses. Je fais un parallèle, mais en dehors des réseaux sociaux, dans le monde réel, quand il y avait 2 personnes qui s'embrouillaient avant, 2 jeunes dans le quartier, ou je sais pas quoi, tu avais le policier de quartier qui allait voir et qui disait bon, maintenant c'est terminé, hein, je vous y reprenne plus, etc. C'était une forme de modération de soft, où le policier, le gardien de la paix, remplissait son office de garder la paix, quoi. Et c'est peut-être un peu à ce genre de schéma-là qu'il faut revenir. Et demain, si on a peut-être une police de proximité, ce sera peut-être utile aussi à ça. Hein, qui sait. Ouais, je vous ai vu sur Twitter, là, attention, la prochaine fois que je vous y reprends, remettre de l'humain aussi dans la prise en charge. Ce qu'on dit là, ça m'évoque cette idée de parquet national du numérique, qui est une aberration, précisément pour cette raison-là. En fait, sur Internet, c'est pas que des inconnus qui s'engueulent, c'est aussi des fois des 2 gamins d'école. Et s'il y a 2 gamins d'école qui s'engueulent à Carcassonne, quel intérêt que ce soit la police à Paris qui gère ça à un moment? Enfin, ils ont vraiment besoin d'un juge proche qui leur dit hey, les gamins, arrêtez, quoi. C'est parce qu'eux, ils ont dans leur esprit uniquement l'aspect répressif, pas l'aspect prise en charge de la... Ah bah oui, c'est sûrement ça. Non, mais c'est vrai, hein. toute la difficulté. Juste pour moi bien comprendre, ok, on met en place l'interopérabilité, il y a plein de petits réseaux, etc. C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus faire de propagande sur Internet pour nos organisations politiques? Je sais pas très bien. Je sais pas. C'est la question de tarte avec crème. Ouais. En vrai. Il faudra avoir un compte dupliqué sur tous les nœuds. En vrai, franchement, la France Insoumise avait fait un bon truc avec leur Discord. Alors, Discord, c'est pas du beau logiciel libre et tout, hein, mais ça reste un peu plus proche de l'esprit. C'était la preuve que d'utiliser des trucs nouveaux. Et en dehors des grands géants, c'est assez sexy en fait, et ça attire un public. Ouais, d'accord, mais aujourd'hui... Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas la France Insoumise. Mais nous, on y voit un intérêt, les réseaux sociaux, dans ce rapport de messages direct. C'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. La France Insoumise, c'est les premiers à perdre à ce jeu-là, quoi. Parce que Facebook, il met pas en avant la France Insoumise, quel intérêt, quoi. Non, sauf qu'il y a un gros buzz, et les gros buzz, c'est pas forcément toujours dans votre avantage. Hein. Enfin, non, mais je pense par exemple aux vidéos qu'a fait François Ruffin quand il fait son discours sur les personnels d'entretien féminins ici à l'Assemblée. Ça fait 16 millions de vues et c'est tant mieux, quoi. Mais sur YouTube, ça peut faire 16 millions de vues aussi. Sur YouTube, qui est l'équivalent décentralisé. La seule différence, c'est que là, il n'y aura pas un algorithme qui sera là exprès pour mettre ça en avant. Mais en soi, chaque instance est connectée les unes aux autres, et donc d'une instance, on peut voir ce qui se passe sur une autre si ça n'a pas été modéré entre-temps. Ce sera qu'une seule vidéo qui sera vue à plusieurs endroits. Ouais. C'est juste qu'il n'y aura pas YouTube qui sera là pour dire « Ah oui, cette vidéo-là, ça se voit qu'il faut la montrer à tout le monde, parce qu'elle a du potentiel et elle va nous faire regarder la publicité ». Là, on enlève juste cet acteur-là, mais en soi, ça n'empêche pas de faire 16 millions de vues si 16 millions de personnes ont envie de la voir. On est un peu couillons, on ne monétise pas nos vidéos, donc déjà, l'algorithme nous aime moins. En fait, ce qu'on propose, c'est très très proche d'un modèle qui va être au moins légal, qui va être le torrent. Vous pouvez buzzer, vous pouvez faire une vidéo, Game of Thrones, ça buzz de ouf sur torrent, et pourtant c'est ultra décentralisé. Le torrent, c'est exactement ce qu'on écrit, mais via d'autres protocoles, et ça marche. Hein. C'est juste, c'est un peu moins pratique que Peertube. Peertube, c'est super pratique. Mais donc on peut faire de la propagande sur torrent. Aucun souci. On va y réfléchir pour les prochaines campagnes. Surtout, vraiment, ayez une instance Peertube, c'est assez cool.
Vous pouvez peut-être demander aux médias qui a fait ça de vous aider. Comment on fait pour être... On peut être à la fois mettre la vidéo qu'un seul endroit et être vu à la fois sur YouTube et sur TikTok. Ça, c'est ce qu'on demande. Oui, donc il faut uploader 2 fois la vidéo. Aujourd'hui, il faut uploader 2 fois et demain, il faudra uploader qu'une seule fois si on gagne. Est-ce que YouTube a aucun intérêt à ce que... Non, mais j'essaie de comprendre parce que si je dis à mes attachés parlementaires, demain vous allez devoir uploader une 2e fois toutes les vidéos, ils vont pas être. Sauf si après on leur dit que. Hyper ravis comme ça. Non, c'est bon, il y a un amendement qui va régler ça. Il y a un amendement qui fait en sorte qu'on n'uploade qu'une seule fois. Tout va bien. Cool. Et on pourra faire le même upload pour Facebook, YouTube. Vraiment, le but c'est vraiment ça. Une seule fois. Bon, à mon avis, il y a peut-être une pétition à faire des attachés parlementaires pour contribuer à cette lutte. On va avoir des soutiens, je pense. Mais s'il y a un syndicat des attachés parlementaires, ils peuvent signer. Il y en a. C'est vrai, ils peuvent signer. Il y a des syndicats qui ne sont pas que d'attachés, mais il y a des associations d'attachés. Ouais, enfin bref, vous qui êtes derrière les écrans, les caméras, Mathilde qui est là, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans la lutte pour contribuer. Contactez la Convention. Bon, on a fait le tour pas mal, non? Ouais. Ça me semble bien. Ouais. Une question en lien avec ce qu'a dit Hugo tout de suite. Pour les contenus sans victime, au final, est-ce que vous avez quelque chose à... Dans le cas où il n'y a pas de victime, dans le cas où finalement ce sont des communautés qui profèrent entre elles, qui du coup acquièrent une audience plus large, on entend parler des réseaux nationalistes, sur VK par exemple, sur des choses comme ça, et qui du coup entre eux se lâchent complètement. Et finalement, on a des réseaux qui vont encourager des propos délictueux, racistes, antisémites, xénophobes, sexistes. Et pourtant, pas de victimes, puisque justement, ils sont entre eux. En fait, c'est toujours une victime à la fin. Soit c'est un attentat, soit c'est des raids assez violents. On appelle raid sur Internet, c'est une communauté qui arrive sur une autre communauté pour insulter tout le monde et détruire l'ambiance. Ça, d'abord, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous, notre solution n'offre pas une solution magique à ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'au moins, ça sera le seul problème. On pourra se concentrer sur ça. Donc se concentrer à aller faire de l'éducation sur ça, aller faire de la répression quand on se prépare vraiment à un attentat avec des bombes éventuellement, et aller faire de l'éducation aussi quand on a quelques cibles. Si vraiment tous les fachos sont sur le VK, au moins on sait à qui parler, on sait à qui aller envoyer les trolls de gauche. C'est parfait pour faire de l'enquête anonyme pour les enquêteurs par exemple. Mais c'est pas vraiment la question que tu poses, c'est la question la plus difficile de notre modèle, c'est vrai, et on l'assume. Mais de toute façon, c'est déjà la situation actuellement. 80chan, c'est le cas que je donnais tout à l'heure, existe alors que Facebook existe. Et elle ne sera pas résolue par la proposition. Non, mais ça pourra rendre ces combats plus ciblés et plus faciles à gérer parce que d'autres combats seront gérés. C'est juste ça qu'on dit. Non, par la proposition de Laetitia. Ah ben, non, absolument pas. Non, ça il faut aller le rappeler. Ok, donc là, je vous redonne. C'est bon. Donc ça, c'est notre lettre, notre amendement. Donc en gros, notre amendement, je pense qu'il sera posé de cette façon-là ou d'une autre, mais sûrement de cette façon-là, au moins par l'UDI, je crois. Par le PS, on ne se fait pas trop d'illusions parce qu'ils ne sont pas très nombreux et qu'ils ont l'air assez séduits par la loi, étrangement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne sais pas si on pourra faire un recours. Ouais. Mais l'UDI, c'est toujours pareil. Peut-être qu'on fera un recours avec l'UDI, je m'en fous. Non, mais pourquoi? Parce que c'est des sujets comme ça, un peu tarte à la crème, parce que comme c'est pour lutter contre la haine, c'est-à-dire que si on est contre ça, on est pour la haine. Enfin voilà, c'est la mécanique, elle la connaît par cœur, c'est ce qu'il faut sur tous les textes. C'est la communication, et donc ça veut bien et ça mange pas de pain parce que ça sert à rien en fait. Enfin, ou alors si ça sert à mettre en valeur Facebook et compagnie pour dire voilà. C'est la communication. Sauf que ça tombe. Heureusement qu'on a un peu de temps pour discuter des vraies solutions, parce qu'il y en a. Enfin, il y a des vrais espoirs en tout cas. Après, je sais qu'il y a des groupes politiques des fois qui n'ont pas forcément d'avis tranché sur des questions et qui, voyant comment le débat se passe et qui est contre, qui est pour, finissent par dire bon bah allez, on ne peut pas être en retrait par rapport aux autres. Quoi. Oui. Une forme d'émulation pour les dire poliment. Donc on espère qu'on va émuler dans le débat. Bon. N'oubliez pas de vous inscrire, mettre des pouces bleus. Oui, pouces bleus, c'est ça. Vraiment, la dernière fois qu'on a fait une vidéo, il y a eu beaucoup de vues. Enfin, moi, je suis pas habitué à autant de vues sur YouTube, alors je me suis obligé de faire cette blague YouTube. Mais n'allez pas sur YouTube, allez sur Peertube. Le jour où il change la couleur du pouce, on est mal barré, quoi. Non, mais oui, je pense que. Mais nous, on est dans le même problème. Enfin, je veux dire, on peut nous faire aussi des reproches.
Moi, quand je dis j'ai mis ça sur Facebook, allez-y, il y a toujours des puristes qui vont me dire ouais, mais c'est pas la ligne, on est pour le logiciel libre. C'est pas ce qu'on dit nous. Non, je dis même pas ça. Nous, on dit on n'a pas le choix, on assume que les gens n'ont pas le choix d'être sur Facebook. C'est bien, mais j'assume, pas de problème. Mais c'est clair que demain, si on arrive à faire en sorte que les autres outils soient interconnectés et accessibles, voilà, on résout le problème. Clairement. Et je pense que ça doit être en bonne place dans la version Avenir en commun 2022, cette proposition. Mais non, on aura gagné d'ici là, c'est bon. Enfin, désolé pour vous, mais à mon avis, on l'aura avant 2022 ce truc. Oui, ils vont le voter dans l'hémicycle. Non, mais on va suivre la bataille. Peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'on aura. Peut-être pas là sur cette PPL, mais on l'aura. Je crois que quand même Emmanuel Macron a besoin de YouTube, Facebook, Twitter, et que c'est pas le moment où il les voit régulièrement et pour lequel il va se fâcher, quoi. Mais je pense même pas qu'il se fâcherait avec ça. Je pense que Facebook et YouTube, ils ont pas peur de ça. Ils ont le temps, ils savent que c'est du long terme, que d'ici 50 ans, ils auront tellement changé qu'ils n'ont pas peur. Ça remet tellement en cause le modèle de la publicité ciblée, évidemment qu'ils vont flipper. Ils sont tellement arrogants que tu les vois sur la RGPD, ils se défendent à moitié. Ouais, mais je sais pas. Wait and see. Peut-être que par la baisse de la vigilance de nos adversaires, nous allons nous insérer dans la brèche. Hop, ciao. Tu dis merci.